Que pouvoir mesurer les répercussions des messages des esprits familiers sur nos vies suppose en premier lieu la conscience de leur existence, ou tout au moins l'idée du principe qu'il sous-entend et le fait même qu'ils puissent nous influer plus ou moins bien. C'est un fait. Or, notre humanité d'aujourd'hui ne montre pas une telle démonstration de connaissance ou d'intuition. Si l'ensemble, effectivement, reconnaît que nous sommes incessamment sous le joug de multiples influences, celle du monde invisible ne sort pas du rang des superstitions, ou mieux, des sciences parallèles, trop souvent encore laissées pour compte. Mais s'ensuit-il que cette influence n'existe pas, qu'elle ne perd pas, avec une exactitude sans faille et très loin dans nos conventions, même des plus expertes? Aujourd'hui encore plus qu'hier, devons-nous n'admettre que les choses que nous pouvons appréhender et surtout mesurer? Bien qu'il soit encore téméraire, en l'état actuel de notre science, d'être affirmatif en ce domaine, nous pouvons, à la suite d'une histoire expérimentale non négligeable, avancer le fait qu'une influence autrement plus profonde que celle transitée par nos sens matériels existe dans notre monde. Une influence incombant à la spiritualité, au-delà des formes que nous lui connaissons. Car, quoi qu'il en soit, nous savons que notre aptitude à concevoir l'autre monde est en perpétuelle évolution. Notre déduction a encore beaucoup de mal à concevoir ce qui échappe à nos sens. Nous sommes matériellement incompatibles pour concevoir ce que nous appelons à tort l'immatériel. Nous remarquons donc que cette influence fait partie donc de la nature, une trame absolue qui nous relie tous, ceci au-dessus de tout dogme et doctrine. C'est ici déjà apporter un élément de valeur, soit, mais qui a le mérite d'être transparent et fédérateur. Nous sommes tous sous influence, ça c'est certain. Nous sommes tous d'accord, en effet, sur l'existence de cette influence. Reste qu'ici, nous osons
étendre cette réalité dans le domaine ô combien épineux de la mort et de ses conséquences. Comprendre, apprécier les messages, les avis plus ou moins bien avisés de nos chers disparus suppose un contact ostensible, caractérisé. Mais s'ensuit-il que la valeur ou la légitimité de cette influence n'existe que dans le cadre d'une communication établie? Le fait est que la conscience de l'échange, c'est-à-dire la démarche, l'action de communiquer, rend le message beaucoup plus percutant que celui qui resterait subconscient. En ce sens qu'il deviendrait humain, c'est-à-dire compréhensible, très proche de notre sens de l'existence. Nous sommes, à n'en pas douter, tous les jours influencés par le monde spirituel, un état amalgame qui est omniprésent. Rien à voir, semble-t-il, avec les messages mesurables, identifiables, personnalisables que nous observons lors des contacts médiumniques. Mais prenons un exemple. Imaginons un esprit encore très proche de sa famille, qu'il vient de laisser après sa mort. Le message qu'il voudrait donner en empruntant le canal médiumnique serait perçu différemment que celui diffusé dans l'atmosphère telle une influence. Quand bien même le résultat pourrait être sensiblement identique. Nous ne pouvons toutefois affirmer que la valeur de son influence serait dépendante du contact médiumnique, car l'exercice de ce dernier, donc du médium, est tout de même facultatif. Les esprits existent sans les médiums. Le contexte même de l'expérience médiumnique, le creuset que l'esprit a dû traverser pour se faire reconnaître, mais aussi les conditions mentales dans lesquelles se trouvent les participants, suffisent à donner un relief particulier à ces conseils d'outre-tombe. Donc, les répercussions que peuvent avoir les messages des esprits familiers sont étroitement liées à la façon dont nous les appréhendons. Il est impossible, ou bien très aléatoire, de vouloir comprendre l'un sans envisager l'autre. Pour accepter la réalité des messages spirituels et leurs répercussions sur nous, il faut bien les mesurer, ou à la rigueur, en avoir l'intuition. Une prudence qui ne nous soustrait pas de l'affirmation. Et oui, car même dans le cas, c'est-à-dire dans le deuxième cas où on en aurait juste l'intuition, nous faisons donc là un acte mental d'acceptation qui n'est pas nécessairement induite par une probante observation. Nous comprenons que l'activité des esprits n'a pas de cesse, ce qui constitue le canevas éternel de l'existence. C'est nécessairement notre raison qui en détermine des valeurs ponctuelles et pratiques. Les médiums jouent ici le rôle non seulement du relais, mais aussi du transformateur, d'un état spirituel fondamental, fondamentalement spontané et hors le temps, et l'espace donc. Il en ressort des portions d'une personnalité matérielle et souvent amnésique. Et oui, car en effet, tout au long des expériences que nous avons pu réaliser au sein de l'IFRES, nous nous sommes aperçus que la mémoire des souvenirs des défunts était très loin de ce que nous imaginions. Leurs souvenirs ne sont pas toujours en adéquation avec ceux des vivants, voilà tout. Les lieux communs, les choses intimes, les goûts et les couleurs ne sont pas toujours rendus. Cependant, une foule d'autres détails, souvent insignifiants,
oubliées même, sont dévoilées, un peu comme si l'entité se communiquant n'était pas en mesure de contrôler l'impression qu'il avait sur le médium. Mais à l'étude de ces messages, nous nous rendons compte tout de même que les détails donnés sont d'une parfaite précision. Je vais vous donner un exemple. Dans l'une de nos expériences que nous avons faites au sein de l'IFRES, nous avons voulu un jour communiquer avec l'esprit du père d'une des participantes à notre expérience. Une fois que l'entité spirituelle a pu se communiquer, la dame présente voulait avoir des preuves d'identification de cet esprit pour pouvoir le reconnaître. L'esprit en question avait beaucoup de mal déjà à se rappeler des souvenirs communs qu'il avait avec sa fille, qu'il avait eus avec sa fille. Elle était très troublée. Par contre, il a donné toute une foule d'autres détails que la jeune femme présente n'avait pas conscience. Elle ne se rappelait pas que son père avait fait ci ou avait fait ça. Et puis à un moment donné, il a dit qu'il avait conduit une camionnette bleue. Or, la dame en question était très troublée, puisque son père n'avait jamais conduit de sa vie. Il n'avait même pas le permis de conduire. En rentrant chez elle, quelques jours après, elle appelle sa mère et elle lui dit, donc la femme du défunt, et elle lui dit, tu sais maman, nous avons fait une expérience et nous aurions eu papa en communication. Malheureusement, je n'ai pas pu véritablement le reconnaître. Est-ce que toi, tous ces détails te disent quelque chose ? Cette femme-là, qui n'était pas au courant que l'on faisait donc une expérience médiumnique et un essai de contact avec son père, a confirmé tous les petits détails insignifiants, et jusqu'à la camionnette bleue. Car voyez-vous, cet homme-là n'avait donc jamais conduit, mais la seule fois de sa vie où il a conduit un véhicule, c'était une camionnette bleue. Alors naturellement, on n'a pas eu d'identification à proprement parler sur sa vie, mais on a eu des informations relatives à son existence passée avec des détails que sa fille, donc présente, ne connaissait pas. Alors, ces considérations ne sont pas négligeables, effectivement, car entendre les messages d'un proche décédé, c'est aussi savoir le reconnaître. Or, il n'est pas toujours évident d'y arriver, et ceci à travers l'expression d'un médium, dans un laps de temps toujours aléatoire, pour l'esprit donc, et dans un contexte émotionnel difficile. Les objecteurs au contact spirit trouvent dans ces singularités de forts arguments pour défendre leur avis. Face à cela, il est bon de ne pas s'appesantir sur la forme des communications obtenues, donc, en comprenant que celle-ci est relative, je parle de la forme, et changeante selon l'endroit qu'elle traverse. Il n'est pas rare en physique, par exemple, de trouver des calculs différents sur le même élément matériel, et ceci en quelques minutes d'intervalle. Il en est de même pour les communications spirites, ce qui n'enlève rien en la réalité et des particules atomiques et des esprits. Mieux vaut rester, dans le début, dans la généralité acquise, s'appuyant sur la présomption d'une réalité extra-humaine qui est à la base de notre existence. Il existe dans les messages des esprits familiers, et des messages qui sont donc ostensibles, une source inépuisable de réconfort, d'amour même, qui ont aidé et qui aident encore des milliers de gens dans la vie. Le théâtre d'une expérience médiumnique, où les protagonistes d'une vieille histoire se retrouvent, où la suspicion des calculateurs laisse la place à la simplicité d'un acte foncièrement naturel. Mais tout ceci est riche en émotions et très réparateur. Tous les témoins de ces contacts sont unanimes. Il se passe là des choses extrêmement importantes, que l'on croit ou non à l'existence des esprits. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux face à cela. Et oui, les sensations perçues
les conseils retenus, le cheminement intellectuel engendré. Tout ceci rend les séances différentes, mais sans aucun doute très influentes. Comme je vous le disais antérieurement, l'intention de l'esprit envers ses proches était là avant le médium et l'expérience. Mais ce dernier, donc le médium, redonne un sens humain à ce qui momentanément l'avait perdu. Il existe naturellement de mauvais contacts, des influences pernicieuses qui pourraient revêtir une forme séduisante à travers les médiums. Il faut donc rester prudent, non pas méfiant, mais alerté sur le fait que la mort n'aura pas rendu meilleurs les esprits, même ceux de nos parents. Notre humanité ne vit pas aujourd'hui la concorde et la paix. La thérapie psychologique permet très souvent de guérir certains troubles mentaux qui sont à l'origine de nombreuses des catastrophes que subit notre humanité. Les communications avec le monde invisible pourraient sans mal rejoindre les fondements de l'étude de la psyché humaine, et ceci sans la désavouer. Nous avons rencontré nous-mêmes certains psychiatres reconnaissant la réalité des phénomènes psychiques relatifs à la médiumnité. Mais le temps où l'homme acceptera l'existence du monde spirituel et son influence sur notre gouverne personnelle est encore loin. Par l'expérience, nous avons observé que les messages des esprits, ici donc en l'occurrence ceux des familiers, étaient de puissants leviers de guérison, quand bien même il ne s'agirait que d'autosuggestion, comme certains se plaisent à le dire. Cela vaut quand même la peine de s'y intéresser. Croire en la bienveillance d'un esprit familier ou en avoir la conviction à travers une série d'expériences plus ou moins probantes revient au même. Nous avons là des outils de réconfort, d'évolution même, largement inexploités. La peur de se tromper ou d'être abusé, la peur du déséquilibre mental et le désavouement de cette réalité par le monde entier occultent ces bienfaits. Pour beaucoup de spiritualistes, la démonstration de la communicabilité des esprits est inutile. La seule idée de savoir qu'ils sont à nos côtés ou à nous entendre quelque part leur suffit. Le reste, selon eux, est une porte ouverte sur l'illusion et la tromperie. C'est un avis respectable, mais que nous ne suivrons pas. La phénoménologie nous invite à tout autre chose qu'une vaine contemplation ou l'acceptation d'un dogme ou d'un principe sclérosé. Les messages d'esprit familier reçus dans les groupes spirites sont à ce titre mal appréciés, souffrant de plus d'une forme teintée par le milieu qu'ils traversent. Une réalité que nous avons très bien assimilée et qui n'enlève rien au fondement même de ces communications. Un effort de compréhension que ne font pas les détracteurs du spiritisme. À quoi bon communiquer avec les esprits si leurs messages ne nous apprennent rien de plus, disent-ils. Argument qui occulte le phénomène, toujours à cause d'une forme facultative. Le plus important, nous le comprenons bien, étant l'élan, la cause, le fondement du message ainsi obtenu. Dans une communication avec le monde spirituel, il y a plusieurs degrés dans l'apport qu'il nous procure. Et le message intelligible n'est pas spécialement le plus important. Il y a aussi l'aspect énergie, c'est-à-dire la transmission d'une substance encore inconnue, ça c'est sûr. L'amour
diront certains, qui est véhiculé au-delà de ce que notre raison comprend et admet. Un apport presque indiscernable, loin de tout calcul, qui guérit, ravit les humeurs et les physiques. Souvent même, derrière les piètres mots griffonnés sur une feuille de papier, les balbutiements d'un médium parlant ou les voix enregistrées sur bande magnétique, il y a un océan bienfaisant, ou négatif selon le cas, qui nous immerge et qui précisément viendra toucher son but, et ceci sans le concours de notre intellect. Par exemple, si un jour, lors d'une séance en écriture automatique, nous recevons dans la salle un pauvre homme aveugle, sourd et muet, il recevra autant que les autres qui entendent, voient et comprennent. Quand bien même le message ne serait qu'écrit, puisque l'esprit qui se manifeste aura plongé dans une influence unitaire toute l'assistance. Rares sont les personnes qui n'ont pas été touchées par un message d'esprit familier. Et nous nous sommes rendus compte donc que cette émotion est suscitée tout autant par le message, à proprement parler donc, mais aussi par l'atmosphère qui existait dans la pièce au moment même où le médium le recevait. Les personnes qui connaissent cela y reviennent, quelles que soient leurs attentes, leur opinion à ce sujet. Que l'on soit chercheur averti ou penseur libre, on y revient. La communication que nous avons avec les esprits n'est pas une dérogation aux lois de la nature, mais la reconnaissance d'une partie inexplorée de celle-ci. Les bienfaits de cette communication sont autant dans les sensations perçues que dans l'enrichissement intellectuel qu'elle procure, tout comme le soulagement d'un mal s'opère par l'effet donc de la molécule du médicament que par la seule lecture de sa posologie. Or, bien entendu, il ne faut pas mettre sous le boisseau la réalité de l'autosuggestion, encore une fois, qui trouve certainement une place importante dans cette étude. Mais là n'est pas la seule explication, ce qui serait réducteur. N'allons pas croire néanmoins que tout ceci soit idyllique et que la clé aux problèmes terrestres, j'ai envie de dire, trouverait leur solution dans les communications spirites. Non, il n'existe pas, malheureusement, de dérogation aux efforts que l'homme doit faire pour son évolution. Et notre compréhension du monde spirituel est encore loin d'être sortie du stade primaire de la reconnaissance. La science, telle que nous la concevons aujourd'hui, ne compte guère plus de 4 siècles d'existence. Ce n'est pas à travers cette infime ouverture sur l'univers que nous pouvons tabler sur des principes fondamentaux, quand bien même ceci serait inspiré par la plus aboutie des foi. Nous ne sommes qu'à l'orée de cette nouveauté, et l'expérimentation hebdomadaire nous oblige à la plus humble des réserves. Nous comprenons à peine l'existence des esprits, et l'enseignement spirit est sans équivoque. Il est l'ouverture vers l'inconnu. C'est à travers de tels messages, ces révélations spirituelles, et en se servant des mots comme des outils sans cesse réaffûtés et restaurés dans leur coupe, que nous en comprendrons davantage, et ainsi de suite. Dans l'observation que nous faisons sur la communication des esprits, qu'ils soient supérieurs, familiers ou imparfaits, c'est un peu de notre humanité future que nous découvrons, pleine de promesses et de grandeur. Merci de votre attention.